Bonjour à tous. C'est un plaisir chaque année d'être replongé dans l'ambiance RCPPM, qui est vraiment une ambiance exceptionnelle dans le monde universitaire de partage et d'amitié, qui font toujours vraiment beaucoup de bien quand on le retrouve. Alors, donc moi je vais vous parler de la maison Lothier. L'idée, c'est de... Donc vous la verrez dans quelques instants. Je sais que le suspense monte. Donc je ne vais pas vous présenter toute l'iconographie, puisque vous la verrez. Je vais me contenter de quelques images qui ont attiré mon attention et pour lesquelles je pense que je peux essayer de vous apporter quelque chose. Donc je vais m'intéresser à deux séquences, en fait, deux séquences sur des poutres qui sont dans la même pièce, mais une séquence est au plafond de cette pièce. C'est ce que vous voyez. On va voir ici. Voilà, donc là, on est au premier étage, dans la petite pièce, et c'est le plafond. Et tout à l'heure, on regardera une séance qui est dans cette même pièce, mais dans le plancher, c'est-à-dire dans le plafond de la pièce du dessous. Donc, vous voyez qu'ici, la séquence qui va m'intéresser, vous la verrez mieux tout à l'heure, c'est celle-ci, que je trouve, et que vous trouverez, j'espère, tout à fait particulière. Donc, elle commence par un fou, vous voyez, avec un capuchon vert, et qui est ensuite suivi de plusieurs représentations de plantes. Donc une série thématique cohérente. Et ces plantes sont peintes de façon naturaliste. Non, pardon, c'est pas le bon ordinateur. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai coupé les closoirs sur 3 lignes pour pouvoir les mettre en plus grand. On commence par ce fou ici. Vous voyez qu'il y a une tête très remarquable pour un fou, puisqu'au lieu d'être joyeux, il a vraiment les sourcils froncés, la bouche fermée. Ça n'est pas un fou qui est là pour nous faire rire. Et il est suivi d'un certain nombre de plantes dont je vous avoue que je ne les ai pas reconnues. Ça demanderait un autre type de travail. Mais il y a quand même celle-ci, qui est l'aloe vera, qui a attiré mon attention parce que je n'ai pas forcément pensé que l'aloe vera était une plante de chez nous, ni connue au Moyen-Âge. Et bien si, elle était connue en Europe depuis très longtemps, puisqu'on dit qu'elle a servi à guérir le roi anglo-saxon Alfred le Grand à la fin du IXe siècle. Et au Moyen-Âge, l'école de médecine de Salerne le vante comme un médicament précieux. Je cite, « Il ouvre les conduits intérieurs ». Donc ça fait allusion à l'effet laxatif de l'aloe vera, mais elle aide aussi à provoquer les règles, à guérir les hémorroïdes, à purger la bile et le flegme. Elle empêche la pourriture et permet de conserver les cadavres sans corruption, ce qui est toujours pratique. Donc voilà, c'est une plante qui est connue pour ses propriétés médicinales. Et vous voyez, quand on regarde un petit peu des livres sur des manuscrits sur les plantes, on trouve assez systématiquement l'aloe vera qui est appelée l'aloès et qui est souvent au début puisque ça commence par la lettre A. Donc là, je vous ai donné un exemple de la deuxième moitié du XVe siècle, donc on est vraiment à l'époque de notre maison. Et puis, je vous ai trouvé, donc sans être capable de vraiment les identifier, mais des plantes avec des petites fleurs, un petit peu comme on a sur le reste du plafond. Un autre exemple d'un autre manuscrit, encore la même période. Et voilà, un troisième exemple. Donc, comme dans notre plafond, la représentation est quand même naturaliste, et bien regarder les fleurs, la forme des feuilles. On peut penser que le peintre s'est servi soit d'un manuscrit qui présentait les plantes, soit d'un carnet de modèles qui servait pour faire les plantes dans les manuscrits. Et donc il faudrait se pencher, identifier ces plantes, savoir dans quel ordre elles ont été mises. Vous voyez que l'aloe vera n'est pas la première ici, elle est la deuxième. Est-ce que ça correspond quand même à un ordre alphabétique, à un ordre thématique? Pourquoi certaines plantes? Est-ce qu'on peut trouver un point commun, par exemple, médicinal entre ces différentes plantes? Et quand on regarde à nouveau où elles sont placées, donc c'est une pièce relativement petite, hein, vous avez la cheminée à droite, et donc ces plantes sont quand même dans une travée principale, dans la travée qui va de la porte qui est ici à gauche vers la cheminée, ce qu'on considère dans notre monde de plafond comme une travée importante.
Et donc ça pose des questions sur, comme toujours, hein, le rôle du commanditaire dans la commande, le choix des images. Est-ce que le commanditaire était un savant qui s'intéressait aux plantes? Est-ce qu'il y a un lien avec le rôle curatif de ces plantes, en particulier pour la famille ou pour cette pièce? Voilà, ce sont des questions auxquelles on pourra proposer quelques réponses peut-être quand on aura analysé les plantes. Et il ne faut pas oublier que cette série donc, est ouverte par un fou qui se caractérise par son sérieux. Et est-ce qu'il se porte garant? Est-ce qu'il amène à porter un regard moqueur sur cette série? Je ne pense pas, mais sa présence serait à interpréter. Vous voyez, je vous pose plus de questions qu'autre chose, mais on est au tout début. Hein. Alors maintenant, on regarde, donc on est dans la même pièce. Vous voyez la porte dont je vous parlais tout à l'heure. On est dans la même pièce, on regarde dans le sol. Et je pourrais montrer tout à l'heure, Laura, le closoir dont tu parlais avec les fleurs roses et blanches, si ça vous intéresse. Donc là, vous voyez, on enlève les closoirs, on les tire comme ça pour les regarder. Et on n'a pu malheureusement ouvrir qu'une seule ligne. Donc je ne pourrais en interpréter qu'une. Voilà, vous voyez que les closoirs, ils sont très, très inclinés. Et ça, c'est la pièce vue d'en dessous. Donc vous voyez le faux plafond qui cache et qui empêche l'accès au reste des closoirs. Voilà, donc la série qu'on va regarder, je l'ai mise verticalement, il faut l'imaginer horizontalement, mais ça ne marchait pas sur le PowerPoint. Et on va regarder les images une par une pour voir un petit peu ce que je peux vous en dire. Donc la première, vous voyez, c'est une cigogne. Donc la cigogne est porteuse de nombreuses significations. Donc dans la traduction de la Bible par Saint Jérôme, elle annonce le printemps. Mais plus qu'annoncer le printemps, on précise qu'elle reconnaît la saison d'immigration. Donc elle est positive et on l'oppose au peuple qui, lui, ne sait pas reconnaître la loi divine. Dans les bestiaires, on insiste sur le fait qu'elle représente la piété filiale. On trouve ça chez Aristote, chez Pline, chez Isidore de Séville, parce que la cigogne prend soin de ses petits et ensuite, quand ils sont grands, ils prennent soin d'elle. Du coup, ça peut aussi en faire une allégorie du Christ. Selon Césaire de Heisterbach, dans le dialogue des miracles, la cigogne est pieuse parce qu'elle refuse de partir en migration tant qu'elle n'a pas été bénie par l'abbé. Et selon le même Césaire, la cigogne mâle châtie sa femme adultère. Donc elle est très positive en fait, à beaucoup de points de vue. Mais elle peut être aussi négative puisque la cigogne mange des serpents et des crapauds. En cela, elle est l'emblème des parents qui éduquent mal les enfants en leur donnant une mauvaise nourriture spirituelle. Et quand elle claque du bec, elle représente les détracteurs qui disent du mal des bonnes gens, nous dit le bestiaire de Philippe de Tahan. Son bec est chez Bersuire au XIVe siècle le symbole de la médisance, mais il est aussi un symbole sexuel, comme en témoigne un certain nombre d'enluminures. Donc, si je vous ai dit tout ça, c'est pour vous dire à quel point en fait un animal peut porter une charge sémantique dans les bestiaires. Ici, ce qu'on peut dire, c'est que l'image ne nous oriente absolument pas sur le sens à donner. Elle n'a pas d'attitude particulière, pas d'attribut. Et de plus, elle est à une représentation relativement naturaliste. Donc, il faudra décider si on lui donne une interprétation allégorique ou pas, en fonction du reste du plafond. Le suivant, c'est un très bel hybride. Vous voyez, donc il y a un petit peu un bec de perroquet. Je vous invite à regarder la partie, donc le closoir a été retiré de sa rainure et donc on voit la peinture telle qu'elle a été préservée sous les garderons. Et vous voyez donc la qualité, notamment du jaune qui, je crois, est un or piment, mais là je sors de mon domaine. Donc ici, bec de perroquet, long cou, bas du corps qui pourrait être celui d'un félin ou un dragon qui lui-même a des pattes arrière de félin. Cet hybride ne fait pas partie des rares hybrides du Moyen-Âge que l'on a repérés par un nom, comme la chimère ou la sirène, mais fait plutôt partie de ce vaste ensemble d'hybrides qui peuplent tous nos plafonds, qui peuplent les marges des manuscrits, qui sont la preuve de l'inventivité des peintres, des jeux médiévaux avec les frontières animales et qui n'ont pas de nom. Donc quand on voit un hybride, on a toujours envie de se poser la question d'un sens moral.
Est-ce que ce mélange d'animaux nous invite à penser une forme du mal, quelque chose qui est en dehors de la création divine, par exemple? Pierre-Olivier Dittmar propose de réserver l'interprétation morale aux hybrides qui ont surtout un buste humain et un bas corporel animal, mais surtout ceux qui ont un attribut ou une activité qui nous oriente vers une lecture morale. Donc là encore, il faut réfléchir si on décide de sémantiser cet animal ou pas. Ce qu'on peut apporter au débat pour l'instant sur cette figure, c'est que dans l'état actuel de notre connaissance du plafond de la maison Lothier, donc le plafond de cette pièce qu'on voit en entier, cette travée-là, plus les deux pièces dont les closoirs sont très très noirs, mais on arrive quand même à avoir certains motifs, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il y a très peu d'hybrides dans cette maison. Donc dans le plafond du dessus, il y a beaucoup d'animaux avec des représentations naturalistes. Là, je vous spoil un peu ce que vous verrez. Et vous voyez, donc il y a un hybride ici, à tête d'humain et à corps d'aubergine. Je ne sais pas. Et vous voyez, sinon, on a un chameau, un cerf, un magnifique escargot. Donc plutôt des choses qui ressemblent à des animaux. Donc notre hybride a un intérêt en tant que rare hybride dans ce plafond, pour l'instant. Alors, le troisième, le fou. On ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'il a un physique singulier, avec son regard vraiment dirigé vers nous, son nez épaté, et son chapeau à cornes qui est quand même un petit peu particulier pour un fou. C'est pour ça qu'on va nommer fou avec des guillemets, puisque les deux cornes sont plus longues que ceux dont on a l'habitude. L'ouverture, en revanche, n'est pas rare avec cette espèce de forme d'oreille qu'on trouve sur les chapeaux de fous. Mais c'est la texture ici qui est étonnante, dans laquelle on peut voir soit des écailles de dragon, soit un revêtement un peu végétal, un habit de feuilles, un petit peu comme on en a pour les hommes sauvages. Je n'en ai pas trouvé d'équivalent pour l'instant. Mais il va y avoir une très belle exposition qui va ouvrir au Louvre à l'automne sur les fous dans l'art. Donc peut-être que je vais revenir avec beaucoup d'idées l'année prochaine. En tout cas, là, je ne veux pas vous gâcher les espoirs, mais la personne qui est responsable la personne qui s'occupe de cette exposition a vu cette image et m'a dit que ça ne lui évoquait rien du tout. Ce qu'on peut dire dans le cadre de la maison Lothier, c'est qu'on a deux autres fous. Celui qui ouvre la ligne d'herbe, qui est lui aussi un fou sérieux. Donc c'est intéressant, c'est deux fous sérieux dans la maison. Et il y a un troisième fou dans la maison, et j'ai envie de dire un premier, parce que c'est le premier qu'on voit quand on entre dans la maison. Juste au moment où on franchit la porte, levez la tête, au-dessus de l'escalier, vous avez ce fou qui vous fait une grimace, en écartant la bouche avec ses doigts, et sa grimace est répétée, vous voyez, par sa marotte. Ici, des mains d'une personne que je ne nommerai pas. Et voyez, donc quand on entre, on se retrouve pile face à cet escalier et le fou est vraiment face à nous ici. Ça n'est pas très étonnant, il n'est pas rare qu'on trouve à l'entrée des maisons, à l'entrée des églises, quelqu'un qui nous fait une grimace ou qui nous montre ses fesses. C'est un geste qu'on dit apotropaïque qui a pour vocation de repousser le mal. Donc ici, c'est une forme peut-être de protection, d'image de protection de la maison. Quand on l'a visité, on s'est posé la question de la couleur... de la couleur un petit peu sombre du visage de ce fou. Est-ce que c'est un fou à la peau foncée, comme on a vu des personnages à la peau foncée à Pucerrier? Là, c'est Sarah peut-être, ou la personne qui sera chargée de faire la restauration, qui nous dira si ce sont des pigments qui ont tendance à noircir avec le temps, ou si c'est une couleur sombre originelle, ce qui permettra de nourrir l'interprétation. Je continue avec celui que vous attendez tous. Ah, ça c'est je vous remontrerai le fou sérieux. Le moine dans son plat. 4 images assez énigmatiques qu'on a été ravis de découvrir quand on l'a découverte, difficiles à interpréter, qui m'a d'abord menée sur une piste hagiographique. J'ai cherché beaucoup de moines. Alors, il y a des personnes qui sont décapitées, mais il y en a très peu dont la tête sont mises dans des plats.
Bien évidemment, on m'a souvent dit « Mais as-tu pensé à Saint Jean-Baptiste ?» Oui, j'ai pensé à Saint Jean-Baptiste. Je vous remets une petite image ici, mais avec la tête de Saint Jean-Baptiste, on peut vraiment jouer au jeu des 7 différences. Il y en a un qui est barbu, l'autre qui n'est pas barbu, il y en a un qui est tonsuré, l'autre qui n'est pas tonsuré, il y en a un qui a les yeux ouverts, l'autre qui a les yeux fermés, etc. Pour moi, ça n'est vraiment pas un Saint Jean-Baptiste. J'ai cherché d'autres expressions. Alors j'ai cherché une autre piste. Je me suis dit peut-être une expression, peut-être un proverbe. Alors j'ai cherché, puis j'étais toute contente parce que j'avais trouvé, peut-être y avez-vous pensé aussi, au fromage la tête de moine. Je me suis dit, vous savez, c'est un fromage qu'on tourne et ça fait comme la tonsure, comme ça, des moines. Alors il se trouve que le fromage tête de moine ne doit son appellation qu'après la Révolution française. Enfin, a obtenu son... Donc ça ne marche pas. Et en plus, parce que je m'étais dit un peu un fromage qu'on met à gratiner au four, vous voyez, comme ça fait un peu plat à four, mais ça ne sert pas à gratiner. Voilà, c'est juste pour vous montrer mes errances de chercheuse et le fait que j'ai cherché plusieurs pistes. Ce qu'il faut remarquer également, c'est que il y a... Du coup, j'ai peur d'appuyer sur les boutons. Voilà. Vous voyez, en fait, ce plat est tenu de chaque côté par des espèces d'anses qui font penser qu'il était plutôt suspendu. Et du coup, ça fait penser à peut-être plutôt une marmite. Il faudrait imaginer que c'est un plat qui est plus profond. Le format du closoir n'aurait permis de montrer que la partie supérieure et pas toute la marmite. J'y reviendrai. Le dernier, non, pas le dernier, l'avant-dernier de la série, c'est un autre oiseau qu'on aurait pu penser peut-être hybride parce qu'il est encore un peu disproportionné, mais qui ne l'est pas. Et cette fois, j'étais très très heureuse de lui trouver un attribut parce que je me suis dit, ah ça y est, je rentre dans mon domaine de compétences. Voyez qu'il a un fer à cheval dans la bouche, cet oiseau. Et à partir du moment où un oiseau a un fer à cheval dans la bouche, eh bien, je vous le dis, c'est une autruche. Il faut me croire sur parole, et plus que sur parole, parce que j'ai des images. Donc voilà, pour vous montrer les autruches dans les bestiaires. Alors pourquoi l'autruche a un fer à cheval dans la bouche ? C'est parce que c'est pour renvoyer à la capacité de l'autruche de tout digérer, qu'on trouve déjà chez Pline, et tout digérer, même le fer, comme nous le précisent Lambert de Saint-Omer et Alexandre Neckham. Vous le savez, les peintres du Moyen-Âge ne connaissaient pas forcément bien les animaux exotiques, donc c'est normal que cette autruche ne ressemble pas vraiment à une autruche. Je me suis quand même intéressée à la plume, parce que vous voyez qu'elle a une grande plume sur la tête, alors que dans les bestiaires, ils n'ont pas de plume. Alors, la seule hypothèse, tout ce que j'ai trouvé en fait sur les plumes d'autruche au Moyen-Âge, c'est qu'elles faisaient l'objet, notamment à la fin du Moyen-Âge, d'un commerce assez intense. La Grasse étant une ville commerciale, peut-être qu'il y a des plumes d'autruche qui transitaient par le marché de la Grasse et peut-être que le peintre a voulu la mettre et ne sachant pas d'où venait cette plume d'autruche, il s'est dit peut-être je vais lui mettre sur la tête. Mais là, on relève, c'est vraiment une proposition d'interprétation dans le... je ne vais pas dire dans le vague, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait du commerce d'autruche. Je n'ai pas trouvé de traces de plumes d'autruche dans les marchés de la Grasse. Vraiment aucun document sur cela, ça n'est qu'une supposition. L'autruche, comme la cigogne, connaît de nombreuses interprétations. Je ne vais pas vous refaire une liste, je vous en donne un exemple qu'on trouve chez Raban-Mort, puisque l'autruche ne peut pas voler. Elle représente les philosophes et les hérétiques, philosophes et hérétiques qui veulent s'exalter avec les plumes de la sagesse, mais qui sont incapables de voler. J'arrive à la toute dernière image, qui a été la plus intéressante de mon point de vue de littéraire. C'est une image qui est plus abîmée que les autres, elle a sans doute été abîmée par l'eau. On distingue quand même bien un chat et un chandelier. Vous voyez, un chandelier avec une bougie ici en haut du chandelier, et il y a une autre bougie en bas. Je crois que je vous ai mis un détail. Voilà. Donc la bougie qui est ici en bas, qui est tombée. Donc en cherchant bien, il existe un conte du chat et de la chandelle que nous ne connaissons plus, mais qui était particulièrement populaire au Moyen-Âge, dans toute l'Europe, mais aussi en dehors de l'Europe, au Proche-Orient, au Maghreb, en Inde. Je vous renvoie à un excellent article qui est en ligne en 2 parties, qui fait plus d'une centaine de pages et qui répertorie vraiment toutes les versions de ce conte. En langue française,
Donc là, vous voyez peut-être pas bien le nom parce que c'est en petit, mais c'est Emmanuel Cosquin qui a écrit cet article très précieux au début du XXe siècle. Donc en français, on trouve la version du chat et de la chandelle dans les dialogues du roi Salomon et du fou Marculfe. Là, on a encore un fou, c'est intéressant. Et alors, de quoi s'agit-il? Ce sont des dialogues qui opposent donc Salomon, qui est censé représenter la sagesse, au fou, Marculfe. Et donc Salomon dit des choses très sages, des aphorismes, et le fou prend toujours le contre-pied. Et il se trouve que le fou a souvent raison. Et donc c'est une réflexion sur une mise en perspective de ce qu'on croit être vrai et sur la morale. Donc dans cet exemple, le roi Salomon vante les bienfaits de l'éducation sur la nature. Et Marculfe lui dit, mais non, la nature est toujours vainqueur, en réalité, quelle que soit l'éducation, quelle que soit la culture. Et donc le roi s'énerve et lui dit, bah, écoute, tu as 3 jours pour me prouver que tu as raison, sinon je te fais exécuter. Et il se trouve que le roi Salomon a un chat domestique. Pardon, je me suis encore trompée d'ordinateur. Voilà. Il a un chat domestique dont il se sert à table pour tenir la chandelle et pour éclairer son repas. Alors, malgré la longueur de l'article de M. Cosquin et son intérêt manifeste dans plein de domaines, à aucun moment il ne pose la question pourquoi on fait tenir une chandelle par un chat. Voilà, ça doit remonter à un archétype ancien, je ne sais pas. En tout cas, le roi Salomon fait tenir sa chandelle par son chat à table. Et voyez, Marculfe, qui est un petit coquin, met des souris sur la table. Donc, il met la première souris, le chat veut y aller, et Salomon, il dit au chat, tu tiens la chandelle, et le chat tient la chandelle. Marculfe met la deuxième souris, le chat veut y aller, le roi lui dit, tu tiens la chandelle, il tient la chandelle, et à la troisième souris, vous l'aurez compris, le chat lâche la chandelle et court après la souris. Si bien que Marculfe dit, eh bien roi, voici que j'ai prouvé devant toi que la nature est plus forte que l'éducation. Donc c'est un thème assez important, en fait, le triomphe de la nature sur l'éducation, que l'on trouve en réalité, que l'on trouve dans un autre endroit. Ah oui, alors juste, je voulais revenir sur le fait qu'ici on a le chat qui est debout, qui tient une chandelle, alors que nous on a un chat qui est couché et qui s'approche d'une chandelle comme ceci. Je propose l'hypothèse que ça vient des contraintes d'espace, c'est-à-dire avec ces closoirs tout allongés, on ne pouvait pas avoir le chat debout en train de tenir la chandelle. Du coup, le mieux qu'on pouvait faire, c'était le chat à côté d'une chandelle tombée. Mais pour qu'on comprenne que c'est une chandelle tombée, il faut qu'il y ait un chandelier à côté, sinon on ne voit vraiment rien. C'est la proposition que je vous fais pour expliquer cette iconographie qui est différente. Il se trouve que c'est un conte qui est très très connu, je vous le disais, dans le monde entier, mais qui dispose de très peu de représentations iconographiques. On le trouve dans cette tradition de manuscrits allemands des Fleurs de la Vertu, mais quasiment nulle part ailleurs, d'après ce que j'ai trouvé pour l'instant, parce que la recherche continue. Alors, à la Grâce, on trouve un autre exemple de ce triomphe de la nature sur l'éducation. Vous connaissez presque tous déjà ce closoir, mais je vais y revenir pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est celui d'Aristote et Phyllis. Donc, je rappelle rapidement l'histoire pour... Donc, vous savez qu'Aristote incarne la sagesse, l'éducation, et il est le maître d'Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand a une maîtresse qui s'appelle Phyllis, dont il est très amoureux. Et un jour, Aristote lui dit, écoute, il va falloir arrêter avec Phyllis parce que tu vas te concentrer sur tes études. Donc, tu dis à Phyllis que c'est fini entre vous. Quand il annonce ça à Phyllis, Phyllis dit, t'inquiète pas, je vais aller voir Aristote, bouge pas, et regarde par la fenêtre dans une demi-heure, et tu verras. Et quand Alexandre regarde par la fenêtre, il voit Aristote chevauché par Phyllis à travers les jardins du palais. Puis vous voyez, elle a un petit truc là pour lui donner des claques, pour le faire avancer. Et donc Alexandre descend dans le jardin et dit à Aristote, mais tu me dis de renoncer à Phyllis, et voilà. Et puis... Et donc Aristote se relève dignement et lui dit, oui, mais tu vois, si la femme est capable de ça sur moi, imagine de quoi elle aurait été capable sur toi. Donc c'est une image qui est souvent interprétée comme un exemple de misogynie au Moyen-Âge. Mais quand on va voir le texte, parce que là il y a un texte, une source, le Lait d'Aristote, donc d'Henri d'Andely, lui propose des moralisations très explicites de cet épisode.
Et une des moralisations, c'est la victoire de la nature sur l'éducation. Le narrateur dit, en annonçant l'histoire, il dit « Vous verrez nature s'attaquer au maître pour le dépouiller de son sens et de son savoir. Et tout ce que j'ai lu et appris... » Donc là, ensuite, c'est Aristote qui parle à la fin de l'histoire. « Tout ce que j'ai lu et appris, nature qui dévore tout savoir, me l'a anéanti en 1 heure puisqu'elle a voulu s'en mêler. » Alors, j'en arrive aux conclusions. Quelles conclusions peut-on tirer sur la série que je vous ai montrée aujourd'hui ? La première conclusion, c'est donc à propos des sources. Il y a des sources iconographiques, donc, même si on n'a pas identifié lesquelles exactement, ils ont sans doute utilisé un herbier et un bestiaire. Donc 2 sources savantes qui ont été choisies comme répertoire de motifs, mais qui contribuent à rendre ce plafond signifiant, car ce n'est pas toujours le cas malgré le grand nombre d'animaux sur les plafonds. J'ai trouvé très très peu d'animaux issus de bestiaires sur les plafonds. J'ai trouvé une autre autruche en Italie, j'ai trouvé un phénix, mais dans l'ensemble, les vrais bestiaires ne sont pas une source iconographique pour les plafonds. Donc ça, c'est vraiment remarquable sur ce plafond. Une source littéraire, le conte du chat et de la chandelle. Je suis très très heureuse parce qu'on a du mal à trouver des sources littéraires sur les plafonds. Et donc on revient à notre image du moine. Faut-il l'interpréter en fonction de son entourage immédiat ? Et si, donc je vous le disais, c'est pas facile de mobiliser la cigogne. Faut-il mobiliser le chat et la chandelle, qui est le seul à proposer une explication allégorique morale relativement claire, à savoir la victoire de la nature, de la nature sur l'éducation, ce qui ferait sens en fait par rapport aux moines, et ce qui pourrait constituer une vraie charge contre eux, et ce qui pourrait aussi donner un autre sens à notre plat suspendu, qui pourrait être comme une marmite en fait, dans laquelle on fait brûler les pêcheurs, marmites dans lesquelles il ne manque jamais de se trouver un moine. Vous en avez un penché ici, on voit sa tonsure. Là, je vous ai montré 2 exemples très différents, puisque ça c'est un manuscrit anglais, mais il y a un moine. C'est pour vous montrer un petit peu l'universalité du motif. Donc, Jérôme Bachet a bien montré que dans les représentations des enfers, il y a une spécialisation progressive. À la fin du Moyen-Âge, par exemple, on va cuire les gloutons. Donc, est-ce que ici, le moine est cuit parce qu'il est glouton, mais il n'est pas particulièrement rondouillard ni joufflu, même s'il a bonne mine ? Est-ce qu'on reste dans une représentation assez typique des enfers dans laquelle on met un petit peu tous les pêcheurs dans la même marmite, ce qui est possible ? Et dans ce cas, eh bien, quelle nature aurait triomphé de l'éducation des moines ? Eh bien, sans doute leur nature sexuelle, ce qui représente une charge connue contre les moines, et qu'on retrouve là encore à la Maison du patrimoine, comme vous le savez, puisqu'on y voit un moine en train de donner une pièce à une femme tout en posant la main sur son ventre. Et Cécile Bulté a bien montré que c'était un geste de prédation sexuelle. Et l'autre image, bien sûr, qu'il n'est pas la peine de commenter, le moine qui se retrouve dans les étuves avec une prostituée. Ces images ont pu être interprétées comme une charge du clergé séculier de la grâce contre les moines de l'abbaye où nous nous trouvons. Alors, est-ce que le propriétaire de la maison Lothier aurait été du même avis? Est-ce qu'il aurait aussi utilisé la peinture pour participer à une dénonciation du clergé régulier? C'est peut-être une hypothèse un petit peu osée de proposer cette interprétation, mais je trouve que ça valait la peine de la formuler. Et donc c'est un plaidoyer pour enlever le plafond qui est en dessous et voir les autres closoirs pour voir si ça peut permettre de confirmer ou d'infirmer ces premières hypothèses. Je termine en disant que le peu que nous voyons montre que ce plafond témoigne d'un degré de culture et d'intelligence dans la conception, qui laisse espérer d'autres découvertes. Et je remercie bien sincèrement les propriétaires de la maison qui nous permettent de mener des recherches sur leurs biens et qui acceptent de le faire découvrir à toutes et à tous. Je vous remercie. Je reste pour vos questions et je suis sûre que vous aurez plein d'idées à me soumettre
Et j'en profite pour remercier Léa, dont les conversations m'ont nourri pour cette présentation. Frédéric ? Oui, tout à l'heure, tu nous parlais des fous, qui est un phénomène assez intéressant. Et on a un bel exemple de fou sur le plafond de Gabian, la résidence des évêques de Béziers, je ne sais pas si tu connais, où on a un fou avec un bâton et un grelot à peu près identiques à celui-là. Donc, comparativement, ça peut être intéressant. Je pense que tu dois en avoir la photo, certainement, non ? Oui, il y a beaucoup de fous dans nos plafonds. Il y a aussi à la Maison du Patrimoine, mais ils ne sont jamais aussi sérieux que cela. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas sombres. Ouais. Mais celui de Gabian, je ne l'ai plus en tête, mais je vais le revoir. D'accord, c'est tout. Je profite que le micro est à côté. Juste une suggestion à propos de la question de la couleur de la peau du fou qui est à l'entrée. Sur le dernier closoir que tu as montré avec le chat, donc il est un petit peu délavé et on a l'impression que finalement ça l'a nettoyé et la partie qui n'est pas nettoyée a la même couleur que le fou. Donc voilà, je pense que la piste de la crasse est sans doute... Je crois beaucoup à la piste de la crasse aussi, mais j'ai voulu, comme c'était une hypothèse qui était née dans nos discussions quand on a visité la maison, j'ai voulu qu'elle ait sa place aussi. Oui, c'est à vérifier, mais je pense que c'est quand même assez crasseux. Et juste une question, dans la série avec les plantes, le dernier closoir, tu ne l'as pas montré, il me semble. Non, je me suis rendu compte, s'il vous plaît, prenez une photo. Je me suis rendu compte que dans les photos que j'ai prises ce jour-là, j'ai pas le dernier closoir. Donc je l'attends. Ok. Alors merci Maud pour cet exposé très intéressant. J'ai noté notamment qu'il y aurait une exposition sur les fous. C'est tout à fait intéressant parce que je me suis aperçu quand j'avais étudié le plafond de la Maison du Patrimoine que en fait il n'y avait pas grand-chose au niveau études, bibliographie là-dessus, et qu'à chaque fois qu'on tombait sur la bibliographie, il y avait des représentations de fous qui étaient très récentes, seulement à partir du XVIe siècle, voire même des représentations plus tardives, alors qu'il y a tout un corpus dans les plafonds méridionaux là-dessus qui, pour l'instant, n'a pas été exploité. J'aimerais juste faire une remarque sur l'interprétation des scènes de la Maison du Patrimoine. Je ne suis pas tout à fait d'accord de la charge du clergé régulier contre le clergé séculier, puisque j'ai identifié le commanditaire comme étant Audouin d'Abzac, le futur abbé de la Grâce, qui à l'époque est le neveu de l'abbé et qui va très certainement lui succéder. Voilà. Oui, c'est une hypothèse que j'avais lue, mais du coup ça marcherait moins bien. D'accord, merci. Et sur les fous, il y a une étudiante de l'EHESS qui est en train de faire son mémoire sur les fous au Moyen-Âge, et elle inclut les fous des plafonds peints. Donc on en attend quelque chose. Très bien. Merci Gauthier. Oui, donc deux remarques aussi. Effectivement, pour continuer avec ce que Gauthier vient de nous dire, et je me suis demandé, le moment où le plafond a été peint, c'est une époque assez trouble. Je n'ai pas les dates exactement en tête, mais il y a des frictions très fortes, voire des rixes entre l'abbaye et les bourgeois. Est-ce que cette idée, ce n'est pas un fantasme des bourgeois, de couper le kiki à moine, avec un message politique? Je ne sais pas, c'est une idée qui m'est venue en t'écoutant et me rappelant des dates. Donc, voilà. Donc j'ai aucune preuve de ce que j'avance, il faudrait vérifier les dates, etc. Et deuxième chose, tu as peu parlé des animaux et des bestiaires. Moi, je pense qu'il y a plus de bestiaires que celle-là représentée, ou des éléments de bestiaires représentés dans les plafonds, mais on n'a pas encore suivi cette piste, en fait. Parce que là, comme vous savez, la plupart d'entre vous, je travaille sur Narbonne et sur Fréjus, je m'aperçois effectivement qu'il y a des choses qui remontent au bestiaire. Alors, ce qui sera intéressant un jour, c'est de faire le catalogue effectivement des bestiaires et par plafond, voir pourquoi on a sélectionné telle ou telle bête.
effectivement, c'est extrêmement complexe, parce que comme tu l'as très bien dit, pour une seule bête, on a des tas de significations positives et négatives, alors laquelle a été choisie. Voilà, donc je voulais dire, c'est une piste qui me paraît très intéressante à suivre, effectivement. Merci d'en avoir parlé. Oui, alors donc sur les rixes avec les bourgeois, donc effectivement, il faudrait voir si cette image moqueuse d'un clerc est topique, comme on en trouve souvent, ou si elle est contextuelle. Et ça va être un... Je ne sais pas comment on peut trouver, en savoir davantage sur l'ambiance à la Grâce à l'époque. Et sur les bestiaires, moi j'avais quand même un petit peu remonté la piste, alors pas pour Fréjus, qui est un plafond que je connais mal, mais l'iconographie des bestiaires représente souvent les animaux en train de faire une chose particulière, et du coup, sur les plafonds, ils ne sont pas en train de faire ça. Par exemple, pour les éléphants, elle va accoucher dans l'eau. Donc nous, nos éléphants, ils ont une tour. Et même s'il y a plein d'images qu'on peut éventuellement rattacher à des animaux qui sont dans les bestiaires, l'iconographie est rarement la même. Mais on va regarder Fréjus ensemble. Avec grand plaisir. Concernant cette iconographie, tu nous as montré la représentation d'un chameau. Alors c'est vrai que le chameau est connu, mais on ne le voit pas souvent en iconographie. Moi, je l'avais vu à Santes Creus, en Catalogne, sur des chapiteaux sculptés. Mais sur des plafonds peints, on le voit souvent. Alors moi, j'ai trouvé beaucoup de chameaux en Italie du Nord. Ouais. Et on peut le rattacher en fait à un contexte marchand de toutes ces caravanes. Parce que j'ai appris qu'il y a même une mesure, une quantité marchande qui s'appelle le chameau à l'époque en Italie, parce que c'est la quantité qu'on peut mettre sur un chameau. Et du coup, le symbole, au-delà de son exotisme, peut renvoyer assez directement à un univers marchand, plutôt quand il est harnaché, ce qui n'est pas le cas de ce chameau-là. C'est ce que j'avais trouvé sur les chameaux pour l'Italie, mais voilà, à creuser. Il y en a aussi en Espagne. Il y en a en Espagne, effectivement, mais bon, là on est encore à la frontière entre l'islam et le monde chrétien, effectivement. Donc, sur le plafond de Santo Domingo de Silos, le cloître Santo Domingo de Silos, il y a un chameau et une girafe à côté. Donc c'est sans doute une évocation au monde exotique en 1382, pour une fois on a une date précise. Il y avait une question de Lani derrière toi, Georges. Oui, merci beaucoup Maud pour la présentation et tout ce que tu ramènes côté littéraire auquel je n'aurais jamais pensé. Moi, je voulais juste te dire qu'une chose me frappe. On dirait que c'est le même peintre que le presbytère. Alors, je crois que c'est ce que pense aussi Pierre-Olivier. Oui, enfin, surtout avec la tête de moine, si on compare avec les autres moines au presbytère, la façon de créer les ombres, les contrastes avec les traits blancs, ce qui serait exceptionnel parce que pour le Languedoc, on n'a pas d'archives, ou très peu, enfin il y en a pour Mias. Et donc ça serait peut-être l'un des seuls exemples où on peut identifier une même main ou au moins un même atelier pour plusieurs plafonds, ce qui est exceptionnel. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est une piste effectivement qui doit être creusée, parce que le résultat serait précieux. Oui. Oui, c'est effectivement, c'est ce qui m'a frappé. Donc, ça serait autour de 1492, et je me posais la question, est-ce que, en fait, il n'y aurait pas des closoirs qui auraient pu aller sur un chantier plutôt qu'un autre, enfin qui était prévu, qui aurait pu rester par exemple d'un chantier, sachant que sur la maison du patrimoine, on a l'impression que les closoirs, ils n'ont pas été faits sur place, puisque effectivement il y a une partie du décor qui est caché par les couvre-joints, par d'autres éléments de la charpente. Oui, c'est vrai que ce serait intéressant de savoir ce qui a pu être mis. Alors, j'en profite pour vous montrer, j'avais prévu, voilà, c'est à ça que tu faisais allusion, Laura, tout à l'heure, ces closoirs. Oui, ça c'est les closoirs auxquels je faisais allusion tout à l'heure, où finalement il y a un souci dans la découpe.
Voilà. Voilà, là, parce que là, donc là, Du on coup, voit que ça a été coupé avant. Et on voit par contre qu'en fait, les deux closoirs se suivent sur la planche qui a pu être peinte en bas. Et là, ce dont Gauthier parlait, c'est la charpente à poutres et solives qui se trouve à l'étage. Et dont moi, je pense qu'en fait, c'est un remploi de... Parce que cette maison du patrimoine n'était pas un presbytère à la fin du XVe siècle. Et ensuite, il se trouve qu'il y avait un encorbellement qui a disparu aujourd'hui. Et moi, j'ai pensé qu'à un moment donné de l'histoire de la maison, l'encorbellement et donc les closoirs qui se trouvaient sous le couvert et même les closoirs qui manquent dans la charpente à caisson se seraient retrouvés dans en tout cas une partie dans cette charpente à poutres et solives où on a le moine avec les étuves, enfin l'étuve, les 8 ou 10 closoirs d'écus armoriés, tous regroupés dans un angle de la pièce. Donc voilà, c'est en fait des éléments qui amènent aussi à réfléchir sur l'histoire de la maison et du décor. Et donc c'est en cours. Donc il y a une première étude héraldique qui a identifié certains personnages et peut-être un commanditaire. Il y a encore des choses à approfondir. Et de toute façon, l'étude iconographique n'a même pas été finie. Enfin, Cécile a commencé sur les femmes. Mais il y a un décor. Il y a beaucoup à faire. Il y a Mais énormément du coup, ce de serait choses à peut-être faire. la suite de l'histoire, en fait. Celui-là, il prend son bain avec la femme et après, hop, il retire en décapité. enfer. Pourquoi pas Non, mais et puis, ou alors c'est celui qui est en train de rajouter de l'eau. Oui. Parce que même, c'est vrai qu'au niveau du modelé des visages, celui qui met de l'eau dans l'étuve, on a aussi ces traits blancs qui viennent marquer. Voilà, c'est vrai que quand on l'a découvert aussi, on s'est dit, ils se sont échangés les peintres, ils se les sont prêtés. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même beaucoup de plafonds et de décors peints qui ont été peints à fin du 15e à la Grâce. Donc, est-ce que ça vient aussi avec un atelier qui était là et qui était commandité par un abbé? Puis après, il y a Philippe de Lévis aussi qui a refait faire des travaux. Et donc, la Grâce, c'était pas un village, alors je suis désolée pour aujourd'hui, mais un peu mort comme aujourd'hui. C'était quand même un village, une ville importante et vivante, en fait. Les commerçants. Oui, les commerçants. Donc, voilà, après, il faut reprendre un peu tout ça. Je crois qu'il faut terminer. Mais vous pourrez discuter autour d'un bon repas et d'un café ensuite. Pour votre prochaine visite sur place, je vous invite quand même à regarder. Donc, il y a un hybride objet, ce qui est très très rare au Moyen-Âge. Et je vous propose donc la comparaison proposée par Delphine avec un hybride provençal. Voilà. Merci pour ces remises en perspective très très enrichissantes. On va continuer dans les rapprochements, les comparaisons, les remises en perspective avec